Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5e épisode déjà du Salon Tactique. Ravi de vous retrouver en ce joli début de week-end et après une certaine journée de Coupe du Monde, peut-être pas la plus colorée, mais malgré tout, je suppose, une journée de Coupe du Monde qui a eu des choses intéressantes. On va en discuter. On va également parler, on va faire une grosse preview, vous allez voir et vous le voyez d'ores et déjà sur la petite plage des programmes, enfin du programme de cette émission, de France-Danemark en long, en large et en travers. Les premières informations crédibles ont commencé à sortir et commençaient déjà à sortir hier soir. On a commencé à en discuter. Bah là, on va voir ça de manière un petit peu plus prononcée. Et toujours avec le grand Dan Pérez. Comment vas-tu, monsieur? Salut Isaac, ça va super. Bon, Ah ouais, on voit que hâte vendredi de soir, quand t'as même de la sorti la journée de chemise jaune. demain. Ouais, je change de style, tu vois. Il fait un peu moins froid là, donc j'ai laissé tomber le col roulé. J'essaye tu vois, de varier un peu, quoi. Contrairement aux attaques Ouais. de l'Angleterre. Non, mais c'est bien de varier un peu, c'est bien d'essayer, tu vois, d'y mettre un peu du cœur, d'y mettre un petit peu du sien et de paraître rayonnant. Rayonnant comme aussi l'immense monsieur Raphaël Cosmidis, comment vas-tu? Ça va, je vais essayer de rayonner après cette journée de Coupe du Monde très inégale entre Très inégal. la matinée avec un événement quand même majeur et la soirée qui s'est terminée par un nouveau 0-0. C'est quand même une compétition marquée par des 0-0. Mais bon, Ouais. c'est une veille de match de l'équipe de France, donc forcément une soirée particulière. Non, mais ça peut se comprendre, surtout avec... Bah, en vrai, des résultats, il y a quand même eu certains matchs pas horribles, mais moi, personnellement, le seul match que j'ai eu la chance, a priori, de ne pas voir parce que j'étais occupé à faire autre chose, j'étais en stream, voilà, j'ai un tournoi, c'est le Angleterre-USA, et apparemment, Angleterre-USA, j'ai bien fait de ne pas pouvoir le voir. Vous êtes d'accord? Je suis pas passé à côté de grand-chose? Absolument. Je sais, t'avais un tournoi de quoi, Zach? De Call of Duty, voilà, si tu veux tout Eh savoir. ben, je pense que ouais, c'était plus intéressant que cette Angleterre-États-Unis. On verra sûrement les deux équipes peut-être dans la suite du tournoi, mais c'était pas folichon, ouais. Ok. Eh ben, écoute, on en rediscutera. Il n'y a pas de problème. Mais avant tout, nous allons discuter de France-Danemark. Là, donc aujourd'hui était l'ouverture des seconds matchs, ce qui a permis à certaines équipes de se mettre un petit peu mieux, à d'autres de d'ores et déjà quitter le tournoi. On pense notamment au Qatar, voire de se relancer. On pense à l'Iran. Est-ce qu'il y aura de la continuité dans la performance de l'équipe de France, une équipe de France qui a été quand même relativement pas si mal que ça face à l'Australie, malgré un début décevant, et une équipe de France qui risque de subir des changements. Donc on avait discuté ici de tout ce qui était animation défensive, composition et consorts, mais la grosse question c'était quel changement d'homme Didier Deschamps risque d'opérer. Et parmi ces changements d'homme, il y en a deux, des changements en défense, comme par hasard, avec la probable titularisation de Jules Koundé arrière droit en lieu et place de Benjamin Pavard, fautif sur le but de l'Australie, et on va dire pas très très bon nécessairement lors de ce même match, même si peut-être tout n'était pas à jeter, que ce soit offensivement ou défensivement, c'était pas la folie. Et enfin, le retour du central de l'équipe, l'homme expérimenté, le fils de Deschamps, et qui est Raphaël Varane, avec du coup sûrement Upamecano à ses côtés qui a gagné quelque chose de fort, enfin qui a dû marquer beaucoup de points lors du match contre l'Australie, notamment via ses relances. Qu'est-ce qu'on en pense? Quel est votre avis tout d'abord sur la compo avant de parler du match plus précisément? Bah écoute, vu que Raphaël me laisse la main, euh, bah, écoute, je pense que Pavard pour Koundé, on pouvait se poser la question. Donc, tu as parlé de la responsabilité de Pavard. Koundé, on peut se poser la question de sa pertinence en tant qu'arrière droit. Ouais, Moi, ça me dérange moins quand il y a un joueur devant lui à droite capable d'occuper la largeur comme Dembélé, alors que la dernière fois qu'on l'avait vu dans une grande compétition, Koundé arrière droit, c'était contre le Portugal. Et devant lui, c'était Tolisso. Et donc, ça faisait une espèce de redondance de deux joueurs intérieurs qui n'étaient pas à l'aise, ni l'un ni l'autre, pour occuper la largeur. Donc, ça ne me ouais, dérange pas que ce soit Koundé. À partir du moment où il y a Dembélé à droite, pourquoi pas Koundé. Après, si Deschamps considère que la responsabilité de Pavard sur le premier but mérite de le mettre sur le banc. Et après, Varane, ça me paraît assez logique. C'est quand même c'est le central titulaire. Ça ne veut pas dire que Konaté a fait un mauvais match, mais si Varane est apte,
ça me paraît logique qu'il revienne. Et entre Ouais. Konaté et Upamecano, ça me paraît aussi logique qu'Upamecano reste par son temps de jeu cette saison, par l'habitude plus fréquente qu'il a et qu'il a eu de jouer axe gauche, et par le bon match, l'excellent match même qu'il a fait contre l'Australie. Donc, deux changements pour parler des changements d'hommes qui me semblent logiques et tout à fait cohérents. Raphaël, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, ouais, rien de très surprenant dans cette compo. Alors, on a l'impression, quand on lit les échos et les peut-être changements d'organisation avec les mêmes hommes quasiment, que Deschamps s'interroge aussi sur comment défendre avec cette équipe-là, puisqu'il conserve les quatre offensifs. Il va falloir quand même qu'il puisse garder une équipe un peu plus compacte et qui va être plus fiable défensivement que ce qui s'est passé contre l'Australie à certaines séquences. Parce que Ouais. l'Australie jouait très peu entre les lignes. C'était une équipe qui avait un jeu assez direct, qui dès qu'elle a pu chercher la profondeur et chercher long l'a fait. Le Danemark va jouer différemment et va plus s'appuyer sur des joueurs qui peuvent recevoir dans des espaces intérieurs. Et c'est pour ça que ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait essayé de proposer, de présenter sur comment l'équipe de France pouvait défendre avec les mêmes joueurs sans s'ouvrir à l'intérieur du terrain, risque d'arriver avec un Griezmann déplacé d'un côté à l'autre du terrain et Tchouaméni et Rabiot qui peuvent défendre quand même dans l'axe. Ce qui va être intéressant parce que du coup, c'est un droitier qui va défendre axe gauche et un gaucher qui va défendre axe droit au milieu de terrain. Ouais. Et ce qui veut dire qu'ils vont aussi attaquer comme ça, avec un gaucher axe droit et un droitier axe gauche dans la phase offensive, avec un Griezmann qui va devoir, lui Ça qui va est être un rôle gaucher, difficile pour Griezmann, j'ai ouais, l'impression quand parce même, que hein. lui qui est gaucher va devoir parfois se déporter plus à gauche qu'il ne se déportait à droite. Sinon, ça veut dire que quand tu perds le ballon, il faut qu'il se réorganise et ça devient compliqué. Donc peut-être que ça va changer les relations offensivement entre Mbappé, Giroud, Griezmann, si Griezmann se rapproche de Mbappé. Ça peut avoir un Et, impact quand même sur et l'équipe sur de France. Raphaël, Oui, avant qu'on revienne là sur Koundé, tu sais, sur le choix ouais. Koundé-Pavard, on nous dit Koundé dans le dernier tiers, c'est immonde. Je préfère limite Pavard. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que, pour finir sur Koundé, a priori, il n'est pas là pour venir ni dédoubler, ni aller dans le dernier tiers, et plutôt faire Et, le troisième défenseur en phase de possession. et Pavard n'était pas là pour ça non plus. Quand tu fais le bilan, Voilà. tu vois, en Oui. dehors de son but contre l'Argentine, je parle de matchs importants, il n'y a pas eu non plus des moments marquants de Pavard sur le plan offensif, dans des matchs qui ont compté pour la France. Donc ça semble logique. Par contre, bon, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue sur le Maroc, où Dan, tu avais préféré que ça fixe à Ziyech. gauche pour renverser à droite vers Hakimi qui serait seul. Bah là, tu peux miser sur la même chose avec Dembélé. C'est-à-dire que vu que tu vas avoir beaucoup de monde à gauche, parce que Mbappé est dans cette zone-là, parce que Griezmann risque dans cette zone-là, que Rabiot sera relayeur droit, mais va pas forcément se déporter près de Dembélé, tu peux te dire que Ouais. ça va fixer à gauche pour renverser vers Dembélé, qui n'aura pas forcément le soutien de Koundé. Mais si c'est du 1 contre 1 et Dembélé peut attaquer un espace assez grand, ça peut être Mais assez ça, c'est intéressant. la Donc à formule, voir. parce que là, on est déjà parti sur la formule où effectivement, il y a Griezmann plutôt qui est un peu échange sa place avec Rabiot en phase défensive. Ouais. Euh, et donc oui, en plus, tu peux avoir pour les renversements, tu peux avoir le jeu long de Tchouaméni pour aller chercher, Mm. pour revenir vers l'arrière, et avec Tchouaméni ou même Upamecano, aller chercher une diagonale vers Dembélé. Ouais. D'ailleurs, Surtout, on en parle surtout régulièrement des avec droitiers. Raphaël. Tu as des Voilà, et des droitiers qui droitiers sont orientés. axe-gauche comme ça, c'est-à-dire que tu reçois une passe par exemple de Théo Hernandez ou de Griezmann qui fait une passe de la gauche vers Chouameni ou vers Upamecano, ça veut dire qu'en deux touches, ils peuvent renverser. Pour un gaucher axe gauche, c'est plus difficile de renverser quand tu es dans cette situation-là. Donc ça peut Bah, être assez gauche et intéressant de axe voir. gauche, tu peux peut-être centrer correctement, mais c'est vrai que j'ai peur qu'on perde en faisant ça de l'influence qu'il avait pu avoir face à l'Australie, où des fois en redescendant bas et en se mettant face au jeu, il a trouvé des lignes de Hmm. passe, j'ai trouvé intéressantes. Alors qu'en étant plus excentré, ça risque d'être peut-être plus orienté vers les centres purs, peut-être plus Ben, la compliqué. question, en fait, elle est bizarre parce qu'effectivement, même si Griezmann a essayé de se replier plutôt sur la partie droite du terrain, Ouais. il a fait un super match, très intelligent, il était quand même assez libre. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il peut donner la pleine mesure de son talent. Il a été assez libre, il a été capable de venir vers la gauche en soutien, même parfois quand Rabiot reculait. Il a été capable de faire des appels tranchants dans la surface. Il a été capable de reculer, même s'excentrer côté droit. Donc, il avait beaucoup de liberté. La question, si tu le changes de côté en phase de repli, c'est est-ce qu'il Ouais. ne va pas être, comme tu le dis,
un peu moins libre. Mais moi, je suis pas certain que Deschamps ait envie d'un Griezmann moins libre. Donc je me pose la question de l'accord entre le positionnement de Griezmann potentiel à gauche et c'est la meilleure exploitation de Griezmann qui serait un Griezmann plutôt libre et plutôt orienté avec son pied gauche Mais depuis la droite vers le terrain. sachant que, alors, c'est vrai que quand il avait eu un peu ce problème au Barça, parce que quand il est arrivé au Barça, Messi avait déjà cette zone dans la moitié droite du terrain, Ouais, ce qui ouais, a obligé totalement. Griezmann à jouer selon ça, et parfois à faire du jeu de position où il fallait qu'il reste justement dans la moitié gauche du terrain pour laisser la moitié droite à Messi. Et ça l'a mis un peu Même en très difficulté excentré d'ailleurs. ouais, parfois très excentré. Là, ce sera pas le cas, je pense. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'être très excentré parce qu'il y aura Théo Mm. de ce côté-là. Il y a Mbappé qui va pouvoir même parfois venir ligne de touche parce qu'il aime bien recevoir le ballon là pour percuter. Donc il pourra venir, si tu veux, demi-espace gauche, axe et se balader un peu. Il pourra Euh, combiner avec Mbappé, ouais. voilà, ça, ce sera un peu plus intéressant. Par contre, et ça se trouve, ça va peut-être aider l'équipe de France, tu vas même peut-être même pas te poser la question parce que les phases de possession de la France ne seront pas assez longues pour s'interroger là-dessus. Ouais. L'équipe de France n'aura pas forcément le ballon contre le Danemark. Est-ce qu'elle va chercher à aller le prendre haut au Danemark? Ça reste à voir. C'est pas dans les habitudes de Deschamps de presser très très haut pour récupérer le ballon, encore plus contre une équipe qui en plus aime ressortir court. Au contraire, il préfère les attirer pour récupérer le ballon et profiter des espaces ouverts. Donc là aussi, ça se trouve, on verra même pas cette problématique-là. On verra un Griezmann qui va recevoir des ballons juste après la récupération et faire des choix justes, comme il avait fait contre la Belgique en 2018, où sur des choix dans la densité, en étant assez bas, il avait réussi à être vraiment très très Oui. décisif finalement dans des avant-dernières passes, Ouais, des ouais, ouais, avant-avant-dernières passes. Ouais, mais j'ai totalement. une Mais moi, question, Raphaël vas-y. et Zach. Vas-y, Zach, vas-y. J'allais dire, moi, il y a un truc entre ça, là, ce qu'on est en train de dire sur Griezmann, et entre le fait aussi que Rabiot est peut-être aussi plus à l'aise pour attaquer à gauche, mais du coup va se retrouver par moments plus excentré. Vous n'avez pas peur que ça influe aussi sur la qualité de son match et qu'on ait au final peut-être deux des hommes forts du premier match qui se retrouvent dans des zones qui sont non préférentielles pour eux? Bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est clair quand tu vois en plus sur les rapports que donne la FIFA, les chiffres de Rabiot sur l'impact défensif sont assez époustouflants. Et c'est assez Ouais. naturel pour lui de, de couvrir un peu le côté gauche, de se projeter, de rester parfois en retrait. Je trouve qu'il l'a vraiment très très bien fait. Et effectivement, sur la partie droite comme ça, c'est beaucoup plus rare pour lui. Il avait commencé comme ça sous Ancelotti quand il avait 17 ans, mais ça remonte à il y a, plus de 10 ans, non, il y a Ah, un peu moins de 10 quelle ans. année, Il avait commencé un match comme ça à droite et il avait commencé à se projeter et puis c'était un peu compliqué en bout d'action dans la surface de centrer. Je me souviens très bien avec le PSG. Mais je te rejoins, Zach, il y a cette question-là. Après, est-ce que, est-ce que Deschamps se dit pas, vu que je ne vais pas jouer contre l'Australie, je vais jouer avec un bloc moins haut, j'aurais peut-être moins besoin des courses de Rabiot et j'ai plus besoin d'avoir deux experts défensifs dans l'axe. En fait, est-ce que la question, c'est quel choix tu fais? Parce que rappelez-vous, on a montré contre l'Australie que tes deux experts défensifs du milieu, ils se déportaient les deux sur la partie gauche du terrain. Et là, tu as la volonté de les mettre dans l'axe, les deux. Et donc, comment tu articules ça? Comment tu articules ça? C'est la question. Et est-ce que tu préfères avoir tes deux joueurs, avoir tes deux milieux défensifs dans l'axe, quitte à sacrifier le potentiel offensif de Rabiot? Ou est-ce que tu préfères garder la formule australienne et t'exposer ouais. grandement? Toi, tu penses que si tu étais Deschamps, tu ferais quel choix? Si j'étais Deschamps, moi, alors déjà, je ne suis pas Deschamps, donc du coup c'est très compliqué. Mais si je devais me mettre à la place de Deschamps, et de toute façon on est spoilé par les journalistes, on sait qu'il va partir du coup sur le risque de peut-être avoir moins d'allants offensifs et quelques-uns de ses joueurs très performants dans des conditions peut-être un tout petit peu moins bonnes, au profit d'un équilibre qui sans doute trouvera plus rassurant. Face à un Danemark qui nous avait quand même bien découpé la dernière fois qu'on avait joué chez eux avec un Skov Olsen de très 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 haut niveau.
Donc, moi, personnellement, ce match, que je vois que ça en discute dans le chat, etc., est-ce que vous êtes confiant pour ce match? J'ai envie de l'être. J'ai trouvé un Danemark qui était vraiment pas particulièrement bon également face à la Tunisie. Loin d'être impressionnant, en tout cas. Loin d'être dans les standards qu'on lui connaît. Et une équipe de France, bah, justement, étonnamment meilleure que ce que je pensais, malgré un début de match titubant. Et je pense qu'on a une formule pour pouvoir les battre. Et j'ai totalement confiance en Didier Deschamps sur celle-ci. Ouais. Ouais. Vraiment, je pense qu'on va gagner pas sans trop de problèmes, tu vois, mais je pense que la formule qu'il va prendre risque de nous aider à avoir l'équilibre qu'il aime bien. Et vraiment, le talent offensif qu'on a et les 1v1 que j'ai adoré voir contre l'Australie, donc avec les relances du Pamecano qui permettaient d'avoir très vite Dembouz et Mbappé dans des situations de 1 contre 1, je pense qu'on le retrouvera face au Danemark. Et tout aussi bien que face à l'Australie, on était face à un bloc bas, au Danemark, il risque d'y avoir plus d'espace. Et je vous rappelle quand même qu'on a peut-être le meilleur joueur, le joueur le plus dangereux avec des espaces dans le monde, quoi, avec Kylian. Donc, ouais. Je sais pas, j'ai un bon feeling pour ce match. Je sais pas si c'est votre cas, mais j'ai un bon feeling. Après, il Mais reste une grosse inconnue, c'est comment le Danemark va jouer. Ouais, Parce que c'est une équipe et je vous conseille l'excellent papier de Dan, qui est sorti sur le site de l'équipe, qui parle des problématiques tactiques sur cette rencontre. Le Danemark peut changer de système en cours de match, avant le match. Ils peuvent être à 3, ils peuvent être à je vais vous 4, le mettre dans le ils peuvent, chat. ils peuvent ouais, avoir vas-y. des latéraux ils peuvent avoir des latéraux à l'intérieur, ils peuvent avoir des latéraux sur les côtés. Tu vois, tu as parlé de Scovolsen, ils peuvent le mettre dans l'axe ou le mettre dès le début, coller la ligne de touche. Ils ont des options offensives assez différentes aussi. Là, sur le dernier match, il y a Lindström qui est entré, qui avait été bon contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions avec Francfort Très bon. et qui fait une grosse saison en Allemagne et qui n'a pas démarré le match contre la Tunisie, mais qui pourrait intégrer le 11 lors du deuxième match. On Donc annonce, ouais, plutôt Damsgaard, Ouais, tu vois, visiblement. il y a Damsgaard aussi qui avait fait un Euro grandiose avant de disparaître la saison suivante, parce qu'il a fait une toute petite saison du côté de la Sampdoria et encore aujourd'hui on le voit très peu. Donc c'est un Danemark qui est assez difficile à anticiper, je pense. Donc il faudra que l'équipe de France soit capable de s'ajuster pendant la rencontre et on verra ce qui est possible de faire pour l'équipe de France. Mais ce qui s'était passé en Ligue des Nations, notamment lors du match au Danemark, c'est que l'équipe de France ne savait pas comment presser l'adversaire. Et Oui. du coup, s'était retrouvé déshabillé, désarticulé assez vite sur une période de 10, 15, 20 minutes où le Danemark avait largement dominé et était très efficace sur coup de pied arrêté, justement en investissant le camp français. Donc Ouais. la première phase de jeu qu'il faudra regarder, c'est est-ce que l'équipe de France veut presser haut? Moi, je pense pas, mais on verra. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et si elle ne presse pas haut, est-ce qu'elle est organisée de façon à fermer un peu les espaces qu'elle avait ouverts au Danemark c'était il y a quelques mois maintenant, la Ligue En, des sep- Nations. en, Ouais. sep- Non, en c'était en septembre septembre. au Danemark et c'était en juin au Stade de France. Deux Voilà, c'est défaites, ça. les 2 derniers matchs. Donc on va vite le savoir, mais Deschamps en a parlé lors d'une zone mixte ou d'une interview sur, je crois, Beansport, où il disait, oui, les 2 dernières fois qu'on les a joués, ils nous ont posé énormément de difficultés, et on sait à peu près ce qui nous attend, donc ça nous aide un peu. Pas dans le sens revanchard, mais dans le sens on est préparé. Ouais. Donc là-dessus, ce sera intéressant de voir dès le début du match comment l'équipe de France veut jouer. Et je pense, par rapport à ce que tu disais, Dan, est-ce que Deschamps choisit l'option qui le limite offensivement ou qui le renforce offensivement ou défensivement? Je pense qu'il est aussi dans une logique de projection et de se dire, on est en huitième, laquelle des deux options je choisis? Et si on On analyse est l'histoire d'accord. de Deschamps, il va prendre plutôt l'option prudente, et a raison parce que son palmarès parle pour lui. Et Oui. ce qui veut dire qu'il doit être dans la nécessité de préparer déjà le huitième en gagnant ce match-là avec une formule qui risque de répéter. Je pense pas que et je pense que ça joue aussi dans son choix pour les prochains matchs. Après, la différence aussi par rapport au dernier match contre le Danemark, c'est que l'équipe de France était allée là-bas dans son 3-4-1-2, donc défense à 3, Ouais. et défensivement aussi. Sauf que l'équipe de France ne va pas jouer comme ça. En revanche, le Danemark risque d'abord de s'aligner dans une défense à 3 avec les pistons sur les côtés. Donc, ça change un peu le rapport de force. Est-ce que tu vas chercher les pistons? Est-ce que tu les attends? Sachant que le Danemark peut aussi changer de système. Mais moi, j'avais une question pour toi, Raph, puisque tu disais, j'étais d'accord avec toi, qu'a priori, on voit mal sur la durée l'équipe de France aller chercher un pressing agressif Ouais. euh, du Danemark. Mais si on dit, Ah, le puisqu'on a dit tableau. qu'il va y Le avoir... tableau.
Ah, il y a Allez, tableau, c'est vrai. le tableau, les amis, c'est le premier du soir, 23h21, on y est. Non, mais, non, mais j'ai une question pour Raphaël. C'est que si on dit que là, maintenant, donc ça, c'est l'équipe de France en bleu. Voilà, il va y avoir Tchouaméni, Rabiot là, sur les phases de repli, et Griezmann plutôt sur la partie gauche avec Dembélé sur la partie droite. J'espère que Ouais. tout le monde me suit. Et vous avez vu dans le chat, il y a full screen maintenant quand on monte le tableau. On a C'est beau, upgradé. hein? Dans le chat, bravo, petit clap clap, parce que là, on y a mis du cœur. Non, ouais, ma question c'est ça, c'est que si on dit que Griezmann se replie là, dans la nouvelle formule qu'on voit face au Danemark, et que t'es bas, est-ce que, ma question pour Raphaël, c'est est-ce que tu peux assez profiter de la qualité de Griezmann en transition, Hmm. alors qu'on sait que dans l'équipe de France de 2018, la qualité de Griezmann dans l'axe pour donner des appuis, euh, chercher les espaces et mener entre guillemets les contre-attaques, cette qualité-là, elle était essentielle. Est-ce que en le faisant se replier sur le côté gauche, on risque pas de perdre ça? Et Deschamps se pose forcément la question, je te la pose. Oui, mais c'est une très bonne question, mais c'est toute la difficulté de ce switch-là, défensif-offensif, qui va. Et là, par contre, tu vois, on disait l'équipe de France n'aura pas besoin d'avoir de temps de possession long. Par contre, il faudra que les 2-3 premières passes soient assurées parce qu'il faut que Griezmann ait le temps de se recentrer Ouais, sur les ouais, ouais. transitions. 2018, tu peux avoir récupération de Kanté, passe à Pogba, appui sur Griezmann, hop, on lance Mbappé, but. Là, Hmm. aujourd'hui, il faut que tu donnes le temps à Griezmann de venir se rapprocher de l'intérieur. Et c'est vrai que si si tu récupères le ballon, par exemple, côté droit avec Dembélé, et que tu le perds avant d'arriver jusqu'au côté gauche où Griezmann va avoir le temps de venir à se mettre à l'intérieur, Laisse il réaxer, va ouais. falloir sécuriser ces premières passes-là, tu vois. Et là, Chouameni et Rabiot vont être très intéressants là-dessus, ou alors Dan. Et là, ça peut être un nouvel axe de progression pour un joueur comme ça. C'est de voir non pas si Mbappé est capable de courir en transition, mais s'il est capable, sur les premières passes de la récupération, de garder des ballons pour les redonner à des partenaires qui vont pouvoir ensuite lancer une transition. Et ça, Ouais, et on l'a rarement éventuellement on l'a rarement vu lancer un Mbappé Dembélé dans un. sur le côté et tout. C'est ça, ouais, c'est ça. De donner le temps, par exemple, de Mbappé qui garde le ballon, qui la rend à Tchouaméni, qui la donne à Griezmann, on lance Dembélé, Mbappé se présente dans la surface avec Giroud, but. Ça, on l'a rarement vu dans sa carrière, ce rôle-là chez Mbappé, du joueur qui va conserver le ballon après la récupération pour le redonner et ensuite courir. Généralement, c'est des autres qui la Ouais, mais c'est récupèrent, un peu des autres qui la contraire à sa conservent et lui nature. qui court. Oui, mais s'il est dans l'axe, tu sais qu'il y a des séquences où il va être un peu Non, obligé mais de le faire. faire l'appui, c'est-à-dire venir jouer de haut but, il a vachement progressé là-dessus. Ça Le pivot fait, gang. ça fait, ça fait 2 ans, et contrairement à ce qu'il dit, euh, je maintiens, même s'il y a eu un changement de position, Mbappé a déjà joué de haut but, jouait souvent dans des situations de haut but la saison dernière, Ouais, et il le faisait très bien. C'était pas systématique, évidemment, mais venir offrir un appui dos au jeu en une touche, Mbappé le fait très bien, Ouais, sait très bien le faire. mais au PSG, c'est dans le camp adverse. Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'en Ligue des Champions avec Pochettino, ça arrivait qu'ils viennent faire l'appui et qu'ils partent ensuite en profondeur. ouais. La question, Ouais. Raphaël, je pense que vu d'où il partira, peut-être que ce sera à Giroud de faire cet appui-là. Peut-être que Ouais, ce mais sera le rôle de Giroud de venir faire l'appui que pouvait faire Griezmann quand il était complètement dans l'axe en 2018. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une question et moi je suis super curieux de voir ça. J'ai hâte de voir comment, au moment de la récupération, l'équipe de France, si Griezmann est à gauche, Dembélé à droite, comment elle va s'organiser pour contrer. Elle qui est oui, parce que d'habitude si habile pour ça. tu vois, tu parles de pivot et d'appui et tu me parles de Giroud, ce qui c'est vrai s'entend, mais parfois, quand tu récupères le ballon comme ça assez bas, tu peux pas être un appui ou un pivot en une touche. Il faut que tu sois capable de la conserver, de faire Ouais, trois quatre ouais, touches ouais. de balle, sortir de la pression et trouver le partenaire qui est soit face au jeu, soit toi-même lancer un partenaire. Et ça, Giroud, C'est il peut pour pas ça le que je faire. pense plus à. Ouais, mais Giroud, il peut la garder 3 secondes au contact. Ouais, mais tu vois, Ah, tu trouves? historiquement, Je suis pas c'est pas d'accord. Ouais, quelque chose qu'il fait, je trouve, historiquement, de la ouais, ouais, garder trois pareil, quatre je suis secondes, d'accord. Giroud. Tu vois, Giroud, c'est une touche et je me déplace. C'est rare. Moi, j'ai rarement vu Giroud être un pivot qui garde un ballon, comme peut le faire un Lukaku, par exemple, quand tu te cales sur lui de haut jeu et qui va tenir le mec et rendre le ballon, tu vois. Giroud, je Mhm. trouve qu'il le fait plus rarement. Il est plus dans une touche, je remets.
et ça enclenche une action. Donc peut-être qu'il saura le faire, hein, mais c'est historiquement pas quelque chose que lui est capable de faire. Et c'est pour ça que avoir un Mbappé qui peut être dans un rôle un peu Henry deuxième partie de carrière, tu vois, qui est capable de garder des ballons dos au jeu parce qu'il s'est développé physiquement, de se retourner et soit de courir lui-même, soit de faire courir les autres pour ensuite accompagner. Ça m'intrigue. Parce que Griezmann, il y aura forcément des séquences où il n'aura pas eu le temps de revenir dans l'axe pour toucher le ballon dans des positions intéressantes. Ouais, Donc il c'est sûr. faudra qu'à un moment que Mbappé tienne ce rôle-là. euh, Parce que Tchouaméni et Rabiot, pareil, sur les premières passes, n'auront pas le génie de Pogba. Donc ça va être très intriguant et ça donnera aussi la vérité pour l'équipe de France sur les tours éliminatoires, si la France est Plus qualifiée. Chouameni Rabiot, on a discuté d'eux un petit peu par rapport au match face à Australie et du potentiel manque de créativité. À minima, un des trucs qui m'a rassuré sur le milieu contre l'Australie, même si ça restait encore une fois face à l'Australie, c'était que ils ont joué dans un rôle que je décrirais de tranquille et de simple. C'est-à-dire, c'est j'ai le ballon, je prends, je donne vite, tu vois. Pas de passe fantaisiste, pas énormément de, tu vois, de créativité, mais à minima, quand ils récupéraient le ballon, tu vois, ça allait vite de l'avant, ça trouvait une passe simple, une ligne intéressante, et puis ça passait à autre chose. Ils avaient, avec ballon, je trouve, un rôle assez intéressant comme ça, et je trouve qu'il avait bien exécuté. Alors, à voir face à un pressing, ou si on commence à se faire presser, comment est-ce qu'ils vont se comporter si le Danemark presso. Bon, est-ce que Chouameni et Rabiot sont des grosses machines à savoir se démarquer et à tenir un pressing, aucune idée. Peut-être même plus non que oui, mais dans leur rôle, je trouve que ça va être intéressant face au Danemark parce que j'avais trouvé que c'était intéressant face à l'Australie. Mais après, si tu te retrouves aussi dans une situation d'attaque, on va dire, oublions les contres, puisqu'on a parlé des contres. Tu es dans une situation offensive, Griezmann a eu le temps de se recentrer, Théo a déboulé, Mbappé s'est recentré, et c'est long pour... Si tu perds la balle, je veux dire, c'est long pour Griezmann d'aller à gauche couvrir. Donc est-ce que c'est pas Tchouaméni qui va commencer à décaler, Rabiot aussi, et tu vas devoir fermer encore une fois avec Dembélé Et en espèce Griezmann. de milieu intérieur droit. Euh, Bon, en tout cas, c'est une curiosité. La question se pose, est-ce que tu peux trouver encore une autre formule si on garde cette compo? Et moi, je demande là à vous deux et à ceux qui nous suivent, est-ce qu'avec cette compo, il y a une formule adéquate pour défendre? Moi, je pense que potentiellement, une formule à 3, elle serait plus évidente, c'est-à-dire le T3 centraux, un piston gauche Théo, un piston droit Coman ou Dembélé, plus tes deux milieux axiaux Griezmann devant eux, ça fait tu défends 5 plus 3, c'est pas mal, mais Deschamps l'a abandonné parce que c'est vrai que les Bleus souvent n'ont pas trouvé satisfaction avec ça. Enfin, il est arrivé qu'il y ait des matchs où ils n'ont pas donné satisfaction, mais ça me Mais paraît c'était pas toujours le moins intéressant. Hein. compliqué. Ça me paraît le plus clair. Si tu fais pas ça, je vois pas comment tu peux t'y prendre autrement qu'une espèce de truc super hybride où c'est le travail que tu vas demander à Griezmann va être assez compliqué. Est-ce qu'il y a une autre formule, Raph? Bah non, tu l'as dit la formule, mais le truc c'est que Deschamps l'a écarté, donc j'ai l'impression que c'est se projeter un peu dans un monde parallèle si on le fait, tu vois, Ah d'imaginer bah quelque chose à complètement. 3 derrière avec des pistons, d'autant plus que tu as cité Coman, mais Coman n'est même pas physiquement au point. Donc Oui, le oui, mais j'ai seul, dit ça peut être lui à terme, quoi. tu vois, le seul vrai, enfin, qui pourrait faire piston à droite, il est même pas disponible. Ouais. Donc oui, mais c'est comme au PSG, c'est-à-dire que quand tu démarres à 3 la saison au PSG, c'est parce que tu veux faire en sorte de défendre de manière logique et d'attaquer de manière plaisante pour les trois stars. Et tu as un peu la même problématique avec Griezmann et Mbappé en équipe de France. Non pas que les deux réclament de jouer dans l'axe ou quoi que ce soit, mais que si tu veux utiliser leur qualité et surtout l'association Griezmann-Mbappé, tu es un peu obligé de trouver une formule étonnante. Donc oui, il faudrait, dans Avec l'idéal, il Giroud. faudrait, voilà, Parce que avec tu Giroud. rajoutes Giroud. Mais Parce que si tu mets pas Giroud dans l'équation, tu as ton 4-4-2 très clair. Et moi, ouais, je mais crois je qu'à pense, terme, je le dis encore, ça peut être une des options pour l'équipe de France à des hauteurs plus grandes. mais C'est-à-dire je pense que si, avec Mbappé Griezmann devant. Ben, en fait, Zach, la réflexion, c'est quoi? C'est de se dire, on a envie de défendre de manière cohérente avec deux lignes de 4, Deschamps aussi. Moi, je réclame pas du tout la défense à 3 ou dire il doit faire ci, il doit faire ça.
Ah, Deschamps, bah il a ça, envie de défendre avec 2 lignes de 4, c'est le plus cohérent, il le dit à longueur d'interview. OK. Et donc si on prend comme base son Euro 2016 et sa coupe du monde 2018, à chaque fois dans ta ligne de 4, tu as un offensif sur un côté, un défensif de l'autre côté. Je te donne en 2016, c'était Payet et Sissoko. ouais. En 2018, c'était Mbappé et C'était Matuidi, Mbappé. OK, plus Griezmann dans l'axe. Et sauf que là maintenant, en 2022, on est passé à 4 offensifs. C'est-à-dire que tu as plus la possibilité d'avoir un offensif à gauche et un défensif à droite, en plus de tes 2 milieux défensifs. C'est-à-dire, si tu dis, il y a Rabiot, Chouameni, c'est Pogba, Kanté, on va dire, OK? Si Rabiot, Chouameni, c'est Pogba, Kanté, c'est qui ton Matuidi? Ouais. Ça Et va être donc, Griezmann. Ça risque d'être ouais, Griezmann. mais dans ce cas-là, c'est qui ton Griezmann? Et bah, ton Griezmann, c'est un no man's land. C'est pour ça que je parlais de Mbappé et de son rôle en transition. Mais je suis d'accord avec toi, Don, Est-ce que tu c'est des comprends où formules je un peu voulais en venir, bâtardes. Zach? Ouais, ouais, mais Et tu penses qu'après une phase de poule éventuellement réussie dans ce système, il prendrait le risque de retourner à ce qu'il préfère pour peut-être insérer un milieu en plus du type Gendouzi ou quoi? Ben, je sais pas, mais en tout cas, le match de demain, il va être super intéressant de ce point de vue. Soit la ah, formule marche Pour Dembélé et super bien. Giroud, c'est un match hyper important, hein. C'est-à-dire que si Ouais, les deux, tu vois, Exactement. s'ils sont performants, qu'ils courent, il faut qu'ils gagnent leur place demain parce que les autres sont sûrs d'être dans l'équipe quasiment. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et ben on surveillera le rôle de Dembélé et de Giroud demain pour voir un petit peu comment ça va s'articuler, comment est-ce que Griezmann à gauche pour défendre ça va réussir à Qui a donner dit quelque Verretou chose. milieu droit? Ah non, non. On nous dit Verretou milieu droit sur le chat, hein, Zach. Tu as dit au milieu droit, il faut au bout d'un moment, il faut comprendre que l'anonymat des chats Twitch ne vous Non. protégera pas toujours. Mais Après, je c'est pense vrai que qu'entre les deux Marseillais, c'est plutôt Gendouzi. Et Oui, éventuellement, si on imagine un milieu plus défensif, un peu sur le côté droit, c'est plutôt Gendouzi qui serait plus apte à le faire entre Gendouzi et Vertou. mais Mais il y a bon, une option il n'est laquelle on pas n'a pas. question de. Il y a une option qu'on Vas-y. n'a pas évoquée, c'est quelqu'un qui est en France depuis longtemps et qui peut-être peut être naturalisé. Mais Thiago Mendes dans la défense à 3, Zach, est-ce que tu as pensé à cette possibilité? ouais, bah, je crois qu'il y a le consulat français, ils sont en train de lui délivrer les papiers en speed, là, histoire de pouvoir être là à temps. Ce sera envoyé à la FIFA. Peut-être que comme Jacobs, on va réussir à se Ah oui. dégainer un truc de dernière minute. Ouais. Hein, En parce que plus, lui, Thiago le coup, Mendes, c'est pas un le rôle hybride et le joueur à double profil, là, Thiago Mendes, c'est un peu un footballeur total du côté de l'OL. ah oui, 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 tout à fait. Le football total, hein, vraiment, c'est pas. En plus, c'est multi-profession. C'est football, karaté, Muay Thai, full contact. Il y a de tout et de rien, tu vois, dans le jeu de Thiago Mendes. On apprécie grandement ça. Tu vois, Ah, quarterback. c'était un jour de reprise de l'OL, je pouvais pas te laisser tranquille, Zach. J'étais obligé de te rappeler quand même qu'il y a un club qui existe tout près de Dessines et qui va reprendre des matchs d'ici quelques semaines, tu vois. Tu sais que j'étais très heureux ces derniers temps avec la Coupe du Monde à ne pas penser au club. J'aimerais que ça reste comme ça pendant encore quelques semaines, sachant que je suis doucement en train de me faire embrigader pour aller voir le retour en Ligue 1 de mon fabuleux club à Brest le 28 décembre. Oh, le Donc, traquenard! de la part de la 20e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Hein. Si ça, c'est pas de la passion, les amis, je me demande ce que c'est. Ah là là, l'enfer de Brest là-bas, là, traverser le pays pour se prendre un 1-0 sur un but de Franck Honora à la 78e. Ça, c'est très courageux. Allez, un Francis Leblé comme ça, là, bien compliqué. Bref. Une frappe en Euh, demi-volée de Franck Honora qui lobe Lopez. Ce serait ça va être parfait. terrible. Ça va être terrible. Mais donc, du coup, voilà. Pour moi, le match de l'équipe de France demain, j'ai un bon feeling. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais je trouve que j'ai un bon feeling. Et je pense que ça va s'articuler correctement et qu'on pourra en faire des enseignements dont on discutera avec grand plaisir demain soir, ici même à nouveau. Et ça c'est très très cool. Est-ce que vous voulez dire autre chose sur le match? Peut-être un autre Moi, un dernier point à truc. soulever? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, un dernier truc, je crois qu'on en avait parlé au début, sur la première émission. Les Danois, travaillent énormément les coups de pied arrêtés. Ils sont Oui, très habiles. Bah, d'ailleurs, ils avaient marqué contre les Bleus, oui. en Sur septembre, le au Danemark en Ligue des Nations avec Skovholsen justement. Donc il y a pas mal de jeux de blocs, de pauses d'écran, de courses,
complémentaires. Donc même s'ils ont perdu Delaney qui est un joueur très important sur les coups de pied arrêtés, qui marque beaucoup de buts de la tête. Et Et qui Delaney, était le milieu bien de terrain, démarqué contre nous quand on avait joué là-bas, si vous vous en rappelez. ouais, c'est souvent une cible, même s'il n'est pas forcément super grand, mais il a un très bon timing. Et donc là, il sera pas là, il est forfait malheureusement après sa blessure contre la Tunisie. Mais ça va être aussi quelque chose à surveiller. Mais ce qui est intéressant pour les Bleus, c'est qu'ils ont quand même pas mal de taille. Entre Giroud, Rabiot qui est entré dans l'11, Tchouaméni, les centraux, même Koundé a une très bonne détente s'il rentre dans le 11 comme l'ont annoncé nos journalistes. Ouais. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu du match de demain. Moi, je voulais quand même dédicacer Jules Koundé, dont la carrière en équipe de France a consisté à jouer 95% du temps à un poste qu'il n'affectionne pas, voire des fois piston, dans des fois des contextes horribles, même à l'Euro. Il me fait de la peine parce que c'est vraiment un central de très 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 bon, mais sa situation me fait peine. J'ai vraiment le sentiment que dans l'axe c'est un peu bouché pour lui parce qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de qualité et des fois des mecs qui sont là depuis bien plus longtemps. Donc t'as du Varane, du Konaté, voilà, du Saliba, du Upamecano et compagnie. Et à droite c'est le désert, mais vu qu'il peut aussi jouer à droite, bah du coup il le fout à droite. Tu vois, et ça me fait de la peine pour lui. Voilà, je le dis, ça me fait un Il peu de avait la été peine. bon dans la défense à 3 pour le coup, Koundé. Lui, Koundé, il sait prendre l'espace, avancer dans certains gros matchs. Il avait été intéressant, mais effectivement, il va jouer latéral. Mais comme je te disais tout à l'heure, puisqu'il a un Après, ailier devant lui qui va jouer très au large, et son rôle va être plus à l'intérieur. Donc Plus il intérieur. va presque avoir un rôle de troisième central, en fait, de défenseur central droit. Donc c'est pas non plus, comment dire, un écart énorme avec son poste préférentiel. Ok. C'est la Coupe du Monde quand même, hein. Je pense que quand tu as une chance d'intégrer le 11 d'une équipe qui prétend au titre de champion du monde, Oui, c'est heureux. voilà, en 2018, Hernandez et Pavard n'ont pas joué à leur poste théorique. Mais bon, je pense qu'il s'il devait choisir à nouveau en 2018, est-ce que je viens dans le groupe ou est-ce que je fais la tête parce que je suis pas à bon poste? C'est clair. Ah non, mais Bon, c'est voilà, clair. je pense que Et bien sûr, après, je sous-entends pas qu'il boude ou quoi, parce que c'est clair qu'il va pas bouder et que c'est pas le cas. C'est juste qu'effectivement, la plupart du temps, disons qu'il est aligné. Après, au Barça, il a joué aussi à droite, hein, j'ai envie de te dire. Koundé Dembélé, c'est un truc qui a été fait plusieurs fois cette saison, il me semble. Donc, après juste, je crois que le dernier latéral droit en équipe de France naturel qui a joué longtemps, c'est Bakary Sagna, hein. ça remonte C'est quand même. vraiment, c'est le dernier latéral droit de fonction et de métier en équipe de France, qui s'est installé en tant que titulaire, tu vois. Donc, Ah, il y bien a sûr, bien sûr. quelques temps, Léo Dubois prétendait au groupe. Donc, c'est pour dire qu'on est quand même sur un trou générationnel à ce poste-là, qui dure depuis 2016, et la fin de Sagna, il n'y a pas eu de joueur à ce poste-là. Tu viens de me rappeler de l'existence de Léo Dubois. C'est quand même pas mal, hein. Tu lui Écoute, mets un mais deuxième tacle sur Lyon là, Raphaël, c'est un peu trop. Doucement, non, mais préserve-nous voilà, notre Zach. Il y a une coupe du monde je à fais, tenir. Non, je mais fais des après, en passes même D, temps, je fais des passes D. Raphaël, il doit être habitué aussi des fois au trop à droite, parce que quand c'est pas Trent Alexander-Arnold, c'est Joe Gomez, et là, je pense que ça. Ah, cette saison, il y a pas mal de trous en plus, tu vois, c'est assez ouvert, hein. Ça te met un Et peu comme merci. ça. Ouais, non, la saison est un peu dure, mais j'arrive à me détacher. Je pense qu'on est assez vieux maintenant, Zach, pour émotionnellement, tu vois, par moment, faire le choix, le bon choix pour notre équilibre émotionnel. Ok, oui. La fameuse règle des 24 heures. Jamais un match, le résultat d'un match ne m'impacte plus de 24 heures. Et de toute façon, avec l'OL, ça pue tellement la merde depuis 4 ans que maintenant, ça dure 2 heures, hein. Donc bon, allez la France et on y croit et j'espère que demain quand on débriefera ici même du match de l'équipe de France, on en dira de bonnes choses. J'espère qu'on aura remarqué que du coup Griezmann à gauche, bah, il a pu se réaxer quand il le fallait, qu'en transition ça a été utile, que peut-être à des moments avec son pied gauche excentré, il a limite pu trouver des Mbappé en profondeur via des ballons un peu centrés, tu vois, parce que tu as quand même une position préférentielle de centre par moment. Donc vas-y, je le souhaite et j'espère que ça fonctionnera et qu'on puisse prendre notre revanche
contre les Danois et aborder un match face à la Tunisie plus tranquillement, avec pourquoi pas un exploit en vue pour la Tunisie en cas de victoire contre l'Australie. La Tunisie aura 4 points et viendra jouer sa qualif face à la France, une France qui sera peut-être déjà qualifiée et qui se laisserait peut-être pas battre, mais peut-être faire un match nul façon France-Danemark 0-0 de 2018, qui est d'ailleurs, je le répète, hein, France-Danemark 2018, c'est les 90 minutes les plus perdues de ma vie. Hein. Et je pense que pour beaucoup de monde, hein, les 90 minutes du France-Danemark de 2018, il faut s'en rappeler quand même. Alors, on était jeunes, hein, mais le France-Roumanie de 2008, 0-0, avec une attaque composée de Nico Anelka, Benzema, les deux décrochés en même temps, avec Florent Malouda qui jouait latéral gauche, je crois, au milieu, relieur gauche, qui n'avait pas le droit de passer la médiane. S'il y a des gens qui ont envie de se faire mal, toi qui juges que dans la vie, vraiment, ils font pas des bonnes actions, qu'en ce moment, ils méritent que le karma les punisse un peu, et regardez France-Roumanie 2008, qui avait lancé une grande compète de l'équipe de France. Et vraiment, je pense que c'est un des pires matchs de l'histoire du football, notamment parce qu'on a eu peur à un moment sur une action de Daniel Nicolae. Voilà, je vous donne des noms un peu qui nous font rêver. Mais c'était, je pense, un des pires moments de l'histoire du foot français, ce match-là. Je suis mort parce que vraiment là dans le chat, ils ont tous réagi sur ton France, ton Ah ouais, non, mais France-Roumanie. parce qu'en plus, c'est l'année 2008 où normalement c'est le début du couronnement de la génération 87. Nasri et Ouais, Benzema sont dans le groupe. ils ont Tu te dis, 21 ça y est, ans. on a des jeunes talentueux, ils cassent tout en club, ça va être Et en magnifique. plus, Et il y a c'était nul. Italie et Pays-Bas dans le groupe. Donc tu te dis, bon, la Roumanie, il faut les éclater, la différence de but, parce qu'après tu risques de faire nul et tout. Et en fait, le match est d'une tristesse absolue. Et il annonce les drames successifs Et les Ah ouais, Pays-Bas en à plus suivre. cartonnent, mais tellement sévère en plus. C'est pas contre les Pays-Bas où on prend un but, une sorte de but en angle fermé, Oui. une grosse frappe, un truc comme ça, si mes souvenirs sont ouais, bons. il y a après, il y a Van Nistelrooy, il y a Van Persie, il y a Snyder. C'était une équipe. Romaine. Quand tu vois le secteur offensif, ouais, quand tu vois le secteur offensif des Pays-Bas, par exemple aujourd'hui, on va peut-être en parler, c'était pas la même chose. Eh ben écoute, c'est bien parce que ça va nous permettre d'ouvrir les matchs d'aujourd'hui. Et bon, il va nous rester 20 minutes, donc on pourra pas faire les 4 en profondeur. Je vous propose qu'à la rigueur, sur les 3, on se dise qu'on en squeeze un, type USA-Angleterre, sauf si vous avez vraiment un truc à dire dessus. Et qu'on puisse peut-être faire des matchs un peu plus intéressants. Après, Raphaël, si tu as envie de dire un truc, tu peux y aller. Hein. Attends, non, je réfléchis. Ouais, non, oui, c'est celui qui mérite le plus d'être squeezé parce que sur tous les autres matchs, il y a des. Alors, les États-Unis ont fait une belle première période, vraiment. Ouais. L'Angleterre, c'était assez moyen, juste dire ça. C'est vrai que les autres matchs, il y a plus d'événements. Il y a la victoire de l'Iran, il y a le Sénégal qui a souffert mais qui a gagné, et l'Équateur qui fait encore un super match. Mais l'Angleterre-États-Unis est quand même assez inquiétant pour l'Angleterre. Et je vois que Dan qui lève le petit doigt pour dire quelque chose. Peut-être que ça va amener à des changements de profil dans le 11 anglais pardon, sur les prochains matchs. En attaque Non, notamment. moi je voulais juste un petit truc de tactique. Je sais pas si c'est de la tactique ou du jeu sur ce match. C'est sur les corners défensifs. En fait, l'Angleterre défend en marquage individuel et Ouais. Maguire, c'est son meilleur joueur de tête défensif. Ok. Et souvent, quand tu défends en marquage individuel, qu'est-ce que tu fais de ton meilleur joueur de tête? Je sais pas, le dimanche matin, tu vas lui dire, bon, bah, tu prends le grand au marquage ou tu prends le Ouais. mec le plus fort de la tête au marquage. Et là, que fait l'Angleterre et d'autres équipes? C'est qu'elle laisse les autres joueurs faire le marquage individuel et Maguire, son joueur le plus fort de tête, a un rôle de zone en fait. Il est Une devant zone, le ouais. gardien et lui, il est libre. Il n'a pas à se préoccuper d'un adversaire, il se préoccupe que de dégager le ballon. Donc en fait, c'est une approche différente. Typiquement, il y a 10-15 ans, tu n'aurais pas vu ça. Tu l'aurais vu prendre le central adverse ou l'avant-centre adverse. Et là, on le voit de plus en plus, c'est-à-dire ton meilleur joueur de tête, au lieu de le laisser au contact d'un mec, tu le mets dans la zone la plus dangereuse de ta surface pour qu'il puisse Et il a un dégager rôle les plus ballons. global, ouais. Ok, Voilà, ok. pourquoi aussi? Parce que s'il est en individuel, s'il est en individuel, le joueur dont il est responsable peut l'emmener très loin d'une zone dangereuse. Tu vois? Et donc, l'Angleterre se priverait de la qualité défensive aérienne de Maguire dans une zone dangereuse. Est-ce que Pour, c'est clair? pour faire une comparaison et un parallèle entre un autre sport, c'est comme si par exemple ton meilleur défenseur en basket ou le mec le plus mobile était sur un tireur extérieur et du coup devait sortir de la raquette pour aller défendre. Par exemple, les Bucks
avec Antetokounmpo. Là, peut-être on parle un peu de basket, j'espère que les gens sur le chat sont pas largués. Mais les Bucks avec Antetokounmpo, ils le laissent assez libre et sur un adversaire moyen. Comme ça, si à un moment il doit sortir du 1 contre 1 pour aller aider un partenaire, il peut y aller parce qu'il libère un joueur qui est pas dangereux. Alors que si tu mets dès le début, par exemple, Antetokounmpo sur Kevin Durant, et que Durant est derrière la ligne à 3 points, loin du cerceau, loin de l'arceau, pardon, ça veut dire qu'Antetokounmpo est plus là pour défendre dans la raquette. Et c'est un peu pareil en foot. Et maintenant, beaucoup d'équipes, le PSG fait pareil, le Real fait pareil, mettent les grands en taille, en zone libre, ils peuvent Ouais. agir librement. Et en fait, les petits sont juste là pour ralentir les courses des attaquants adverses. Ouais, Le gêner, PSG, par faire exemple, un peu bloc et tout. Ouais, voilà, mais ça, c'est c'est ça. Le sur les Real, zones. Ça, c'est quand tu défends en zone, Raph. ouais, Pour mais il y a beaucoup Là, d'équipes, il y a là, il y beaucoup a du d'équipes vrai qui sont en zone marquage. mixte. Oui, mais il y a Oui, beaucoup oui, Non, mais non, d'équipes mais en là, zone mais mixte. moi, oui, si oui, je peux me bien sûr. permettre au milieu de votre discussion rapido, mais je comprends l'intérêt, mais des fois ça fonctionne pas toujours parce que quand Peter Bosch a mis Thiago Mendes sur Benoît Badiachil, ça a fait but. ça, ça a fait Ah, but bizarrement. C'est pas toujours fonctionné. Non, non, mais là, c'était pas pour dire. Là, pour le coup, l'Angleterre défend pas en zone. Et en fait, elle a des. C'est pas exactement ça. En gros, il y a des joueurs supplémentaires. Tu as plus de joueurs défensifs que d'adversaires dans la surface. Donc, ouais, ouais, ouais. forcément, tu dois choisir des mecs libres qui, eux, seront pas au marquage individuel. Et c'est dans le choix de ces mecs libres, il y a souvent 2, 3 défenseurs libres. C'est Ouais, le choix qui peut faire la différence. Avant, par exemple, les 2 mecs libres, les 2 défenseurs libres, tu prenais les petits latéraux et tu les mettais au poteau. Mais c'est fini ça. Maintenant, tu préfères, en tant que joueur libre, c'est-à-dire exempté du marquage individuel, quand tu défends en marquage individuel, tu préfères avoir tes grands et les laisser près du gardien, même si les autres défendent en individuel. Voilà. ok. Eh ben Et juste écoutez, dernier merci truc pour sur le ce match, petit je suis point pas d'accord d'intérêt. avec Ouais, Raphaël, je suis pas inquiet pour l'Angleterre. Et après, T'es pas j'arrête. inquiet Voilà. pour l'Angleterre? Moi, je suis inquiet pour Non, l'Angleterre. Je suis non, inquiet parce qu'ils parce que font toujours Southgate, ça. ouais, mais il Ils s'est jouent jamais toujours comme ajusté par ça. rapport aux problèmes tactiques, donc ça m'inquiète. Ils On se en, sont on là, en parlera en ouais, huitième, je non, pense. On ça en risque d'être parlera trop au long, il y a d'autres troisième matchs, match, je pense, mais parce que ça va être assez intéressant. Mais j'ai peut-être envie qu'on discute de Pays-Bas-Équateur. Et allez. Pays-Bas-Équateur, qui est Ah pour ouais. moi un match assez intéressant. J'ai vraiment bien aimé et j'ai aussi bien aimé. Alors déjà, j'ai pensé à vous. La bonne performance du dénommé Frankie de Jong m'a fait plaisir. Il était encore sur un petit tour très sympathique, mais je l'ai trouvé très seul. Par contre, tu vois, j'ai trouvé que c'était le seul milieu des Pays-Bas vraiment performant, capable de résister un peu au pressing, à se projeter un peu, à transmettre le ballon aux offensifs néerlandais. Quel but de Cody Gakpo, mais surtout l'Équateur, c'est bien parce que moi, j'attendais un Moses Caicedo de gala, un Moses Caicedo que je trouve assez bon, mais je ne connaissais pas trop Mendes, et j'aime beaucoup Mendes aussi à côté de lui. Je trouve que les deux fonctionnent bien et que le milieu de l'Équateur est au global un des points de satisfaction qu'ils peuvent avoir, avec également la grosse forme individuelle de Ener Valencia ou des Stupinian qui, à la fin, tu sais plus si c'est vraiment un piston, un ailier, c'est quelqu'un qui joue dans des zones très offensives, attaque beaucoup l'espace et a un impact fort jusqu'à son presque but, il me semble. Donc, donc ouais, franchement, une jolie équipe de l'Équateur dont on savait qu'il ferait de bonnes choses, mais à ce point, à ce niveau, j'ai été bien surpris. Apparemment, Ener Valencia, faut voir la gravité de sa blessure. Raz nous le dit dans le chat, mais j'ai vraiment bien aimé l'Équateur et notamment, donc comme je vous l'ai dit, leur milieu que j'ai trouvé assez bon. Ils ont fait vraiment un super match, les deux du milieu, Mendes et Caicedo. D'ailleurs, donnée importante pour le troisième match, mais Mendes a pris 2 cartons jaunes sur les 2 premiers matchs, donc il ne jouera pas contre le Sénégal. Ça, Ok, donc données c'est très Ce sera importantes. sûrement Gruezo, en fait, qui partait titulaire. Il était un peu incertain pour le début de la compète, remplacé par Mendes qui a donc gardé sa place. Donc ce sera peut-être Gruezo pour le remplacer. Pardon, Raph, vas-y. Ah, t'inquiète. Donc il y aura pas Mendes et il y aura pas Ener Valencia, je pense. Ça me paraît impossible. On ne sait pas encore ce qu'il a, mais qu'il revienne dans 4 jours pour un match, ça me paraît peu probable. Mais l'Équateur a fait vraiment une super rencontre. Ils prennent un but rapidement. Et en fait, les Pays-Bas, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont marqué tôt, mais se sont complètement éteints après. Et je me demande si c'est pas la performance collective la plus vide depuis le début de la compète. Ouais. Parce qu'il y a vraiment rien. Je ne sais pas combien de tirs ils ont après leur but. Je crois qu'il doit y avoir 1 ou 2 tirs, c'est pas plus.
J'ai pas vu un 0,1 Mais expected goals passer quelque part pour les ouais, non, Pays-Bas. Ouais, ils ont fait 2 tirs et 0,07 d'expected goals contre 15 tirs pour l'Équateur. Ils Et sont fait l'Équateur qui a assordir. 1,7 en XG, donc les Pays-Bas s'en sortent très bien. Ouais. et au-delà des stats, il y a eu une impression visuelle qui a été vraiment, très douloureuse parce que tu voyais des joueurs qui avaient le ballon et qui attendaient que quelqu'un bouge. Et à ce Mmh. niveau-là de compétition, c'est quand même rare. Il y a plusieurs fois où Van Dijk ou Frenkie de Jong ont le ballon, ou Nathan Ake a le ballon, regardent devant eux et font des gestes à leurs partenaires pour dire ben, Les bougez gars, il faut quoi. qu'il se passe quelque chose. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu comme une fin de five où tout le monde est un peu cramé et tu regardes tes potes, tu leur dis ah, mais j'ai pas de solution donc forcément je la perds, tu vois. Et heureusement, quand tu as des Frenkie de Jong, même sans solution, il la perd rarement. Donc il a réussi quand même à transformer quelques ballons difficiles en des choses intéressantes. Mais c'était extrêmement rigide. Et c'est intéressant parce que c'est quand même un marqueur de la carrière de Van Gaal depuis quelques années, notamment lors de son passage à Manchester United, où les supporters se plaignaient aussi du manque de mouvement de l'équipe. Van Gaal, c'est au départ la même école de pensée que Guardiola, que Bielsa sur l'idée d'avoir le contrôle du ballon et d'être dans les positionnements assez patient, c'est-à-dire qu'on est chacun dans sa zone et on attend de recevoir le ballon dans la zone parce qu'on a étiré l'équipe adverse. C'est la phrase de Ouais. Thierry Henry, reste dans ta zone, viens pas dans ma zone. C'est un peu ça, pour résumer, Van Gaal. Sur le plan offensif, en tout cas, il faudra parler de ce qu'il fait défensivement parce que c'est intéressant aussi. Mais l'extrême de Van Gaal, c'est vraiment que tu as l'impression que les joueurs n'ont aucun droit de sortir de leur zone et d'aller ailleurs. Et même de Ouais. permuter à des moments. Tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas. Et du Donc coup, les joueurs peu sont de définition de fonction. Ouais. Ouais, peu de dépassement de fonction, des joueurs qui sont à l'arrêt dans des zones où ils sont déjà, les lignes de passe sont fermées et c'est vraiment, alors ça peut-être qu'ils auraient joué différemment s'ils n'avaient pas marqué aussi vite. Contre le Sénégal, c'était pas aussi dramatique offensivement et le scénario avait fait qu'ils avaient besoin d'aller marquer, ils avaient souffert en première. Mais là, vraiment, c'est une performance, assez vide et il y a match nul et à la fin, je sais pas si vous vous rappelez de l'image, Frenkie de Jong prend le ballon et le pète en tribune parce qu'il est lassé, en fait, il est saoulé. Et ça montre un peu, je pense, la frustration des Néerlandais sur ces Mmh. performances-là, Ouais, parce depuis le début de la on pouvait compète, se alors dire qu'ils étaient invaincus. on peut se dire à la base, bon, ils jouent comme ça parce que c'est aussi de la prudence. S'ils font match nul, après, ils n'ont plus qu'à même pas à faire match nul ou battre le Qatar. C'est pas grave s'il se passe pas Ouais, grand-chose dans le match et ils se gèrent. Sauf que en fait, ils n'ont pas été efficaces sur ce plan parce que même s'ils s'en sortent au score, quand tu concèdes 15 tirs, dont 10 de l'intérieur de la surface, et clairement, l'Équateur aurait pu gagner avec Oui. voilà. Tu rejoues ce match-là avec les occasions qu'ils ont, ils bah, peuvent le gagner le sans but hors problème. jeu, t'as le but hors jeu qui est annulé, alors que ça peut s'entendre, mais le gardien l'aurait jamais sorti, par exemple, tu vois. Mais par exemple, tu as les occasions de la deuxième mi-temps, l'impression. Donc, Mm. même si tu pars du principe d'une équipe qui aurait voulu contrôler, comme c'est arrivé parfois avec Van Gaal quand il avait la sélection à son dernier mandat, et qui contrôlait en fait, là, ils n'ont rien contrôlé du tout parce qu'ils se prenaient des vagues, des projections. Euh, Moi, j'ai adoré, comme Raphaël, la prestation du duo dont on a parlé. Ouais. Caicedo, Mendes devant la défense, extraordinaire. Même si Caicedo perd le ballon sur le but de Gakpo, mais bon, en fait, tu le retiens parce que Gakpo met un but extraordinaire. Si Oui. Gakpo frappe en tribune, un geste donc qui ne dépend pas de Caicedo, tu penses pas tout le match à ce geste. C'est pas une erreur grossière non plus. Et sinon, ils ont été très bons, notamment pour mettre de la densité à l'intérieur. Ils avaient changé de système d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais ils avaient changé de Ouais, système par rapport au premier match. Ils étaient Ouais. passés à 5 pour se calquer un peu sur les Pays-Bas au niveau de la largeur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient calqué leur système sans aller systématiquement jouer des 1 contre 1 quand ils étaient Bien contre. repliés. C'est-à-dire qu'après, ils passaient beaucoup en zone à l'intérieur du jeu et donc ils étaient très compacts. Et donc, quand le ballon était sur le côté gauche, le milieu offensif droit à l'opposé venait très à l'intérieur. Et donc, tu avais une impression comme ça de compacité qui a beaucoup gêné Frenkie de Jong d'ailleurs. Il y avait une impression de compacité. Et comme en plus, ils avaient l'agressivité et l'explosivité, bah, tu as eu cette impression de supériorité, de domination physique de l'Équateur sur les Pays-Bas. Je ne sais pas si Raph, tu nous prépares au tableau là ou, ouais, je suis en train de préparer un truc, ouais. et donc,
et donc ensuite, ça a explosé. Alors, ça cherchait beaucoup le dos de Dumfries, la partie de Timber. Timber, quand même, qui avait remplacé De Ligt, mais qui a aussi souffert, même s'il fait un Ouais, bon début de match. Malgré tout, il a souffert parce que l'Équateur cherchait beaucoup à attaquer le dos de Dumfries. Et à droite, alors pardon, mais à droite, je sais qu'en plus, c'est un joueur que Raphaël aime beaucoup, Preciado. Le piston, Ouais, explosivité, capacité à se mettre dans des positions de centre, même quand le décalage n'est pas créé. Un joueur kiffant et équipe kiffante. Franchement, si vous avez raté l'Équateur, parce que c'est possible, hein, parce que j'imagine qu'il y a des gens quand même qui bossent ou qui sont en cours. Si vous avez raté l'Équateur, ça vaut le coup de voir le prochain match. ouais, Et honnêtement, ça va valoir le coup, le Équateur-Sénégal. Donc c'est mardi, Équateur-Sénégal, c'est mardi à 16h. Ça vaut vraiment le ouais. coup. Raph, je te laisse la parole pour le ouais, tableau. juste pour montrer, j'ai mis l'Équateur en bleu parce qu'ils étaient en bleu. C'est logique. J'ai pas mis les Pays-Bas sur le terrain parce que les Pays-Bas changeaient assez souvent d'organisation, donc c'est plus simple de regarder que l'Équateur. Et en fait, au lieu d'avoir des joueurs qui vont être comme ça à plat et du coup qui vont pas pouvoir forcément défendre à l'intérieur ou défendre en avançant, leurs deux milieux de terrain, donc là tu avais Mendes et Caicedo, les deux à Caicedo. l'intérieur, et tu avais deux joueurs qui étaient un peu plus hauts comme ça, qui faisaient quasiment un carré à l'intérieur, qui fermaient les espaces pour les milieux de terrain. Et quand il y avait un Néerlandais qui avait le ballon sur le côté, bah, c'était les pistons qui sortaient. Donc là, tu avais Estupiñán qui a fait un gros match et Preciado qui a fait un gros match aussi. Mais ce qui veut dire que tu avais toujours de la densité à l'intérieur. Et tu t'es jamais appauvri ou dépeuplé au cœur du jeu. Alors, Dan a parlé des deux milieux de terrain qui ont été très bons là. Il faut parler aussi des centraux qui ont fait un gros match, même quand Incapié, Memphis. énorme. Ouais. Et Poroso sur Memphis Depay quand il est entré aussi, même si Depay n'est pas à 100%, mais il a fait un gros match aussi. Et ils avaient cette organisation-là qui est intéressante parce que c'est la première fois dans la Coupe du Monde qu'on la voit, cette espèce de 3-4-2-1, mais avec des joueurs qui restent vraiment intérieurs, qui vont pas défendre côté ici. Et ça a bien marché, et c'est une équipe vraiment à suivre. Il y a de quoi être inquiet pour le Sénégal quand même, parce que quand tu vois l'impression qu'ils ont fait sur les deux premiers matchs, l'Équateur, ça semble supérieur. Après, il y a deux absences importantes, c'est quand même Mendes et Valencia. Ouais. Valencia, c'est 6 buts en 5 matchs de Coupe du Monde. Là, j'ai vu la stat C'est passer un moment, c'est quand même une. surtout celui qui a C'est quand marqué même tous les buts équatoriens dans cette Coupe du Monde. Voilà, donc c'est quand même important. Mais tu sens quand même que collectivement, il y a des certitudes, il y a une base, il y a des joueurs en forme. Je pense qu'il y a quand même des mecs qui peuvent sortir du banc et être impactants aussi. Dan l'a dit, Mendes ne devait pas être titulaire au début de la compétition. Donc ça te montre quand même le réservoir. Et je vois que sur le chat, il y a des gens qui parlent de ce que fait l'Équateur physiquement. Et c'est vrai que physiquement, l'Équateur, c'est une équipe qui t'étouffe. Ils viennent te chercher, ils te lâchent pas. Sur du 1 contre 1, ils sont explosifs. À quasiment à tous les postes, ils courent vite. Il y a des joueurs qui sont très mobiles, qui sont vifs. Et c'est vraiment une belle équipe des outsiders, enfin des équipes de deuxième rang ou troisième rang. Je pense que c'est l'équipe la plus marquante sur ce début de compète parce qu'elle a fait. Alors, c'est aussi parce qu'elle a joué déjà deux matchs, mais elle a fait deux performances vraiment constantes. Et ça, c'est contre des équipes en plus comme les Pays-Bas, par exemple, qui avaient fait un premier match où ils avaient gagné contre le Sénégal. C'est vraiment une équipe, pour l'instant, marquante de cette Coupe du Monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était annoncé. J'avais regardé même une vidéo de Willou à ce sujet. Il avait même parlé des clubs équatoriens qui apparemment ces derniers temps en Copa América, enfin en Copa América, pardon, en Champions En League, Libertadores et tout ça. Ouais. c'est même leur équivalent Europa League. Apparemment, s'en sortent pas mal, voire ont des clubs qui gagnent, qui réussissent à la gagner, et qu'apparemment le football équatorien est sur un essor qui est intéressant. Bah, ça s'est vérifié. Et en plus, après, derrière, la qualif va se jouer, du coup, face au Sénégal, qui, après avoir perdu leur premier match face aux Pays-Bas, s'est bien relevé face au Qatar, avec un match qui est peut-être pas ultra convaincant non plus, mais qui assure l'essentiel, une victoire pour te permettre d'aller jouer ton avenir lors du troisième match. Qu'avez-vous pensé des Sénégalais, messieurs? Raphaël, pour changer, allez, Bah, commence. vas-y. Au revoir, Dan. Je suis un peu confus par le match des Sénégalais. Il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des périodes très faibles. Il y a certains joueurs qui ont fait des bonnes choses. On va parler, je pense, d'Ilman Ndiaye à un moment parce que c'est un profil un peu différent et on avait réclamé, enfin on avait espéré des profils un peu différents. On avait même parlé de la bataille pour Sofiane Diop entre plusieurs sélections et là Ndiaye rentre un peu dans ces profils-là. Il me semble quand même loin de l'Équateur, collectivement. Ils ont des bons joueurs, hein. Je pense pas qu'il y ait un écart immense sur le niveau des joueurs. Mais Bah ouais. collectivement, je trouve qu'ils sont moins forts pour sortir le ballon, ils sont moins forts pour aller presser, ils ont moins de variété dans leur jeu. Il y a énormément de recours au jeu long, parfois sans raison.
dans le match du Sénégal, dans les 2 matchs du Sénégal d'ailleurs. Alors ça avait marché contre De Ligt, on avait dit qu'Ismaïla Sarr avait mangé De Ligt là-dessus. Mais Oui, parfois, il y a des moments où ils peuvent construire, ils peuvent être patients et ils continuent d'allonger. Je- bon, le Qatar n'est pas forcément l'équipe la plus dominante dans les airs, donc quand tu as Diédhiou et Dia, ça peut s'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui est un peu trop décousue dans la gestion d'un match et dans ce qu'elle propose avec ballon. Moi, je sais pas ce que Dan en a pensé, on n'a pas parlé du match ensemble, mais, euh, mais Non, par mais rapport à ce qu'il je suis proposait à d'accord la avec CAN, toi. c'est un autre niveau, mais je suis un peu déçu par rapport aux espoirs qu'on avait vus à la CAN et aux promesses. Après, voilà, sans Mané, c'est difficile, mais je me demande, pour le match de mardi, je me demande s'il n'y aura pas encore des changements dans l'équipe, parce que je rejoins Raphaël sur la rentrée d'Iliman Ndiaye. Ça donne, c'est un profil, voilà, c'est un profil différent de joueur, pas totalement ailier, mais capable de recevoir un peu à l'intérieur du jeu et être explosif, s'orienter rapidement. Il fait une très bonne entrée, même si le Qatar est vraiment assez faible sur le plan défensif. très faible. Mais pareil, ils partent pas favoris contre l'Équateur. Après, je sais pas quel type de match ils ont envie de faire contre l'Équateur. C'est à voir, ce sera une curiosité, ce sera le match à voir, des deux. Il y a Pays-Bas-Qatar et Équateur-Sénégal. Bon, il y a pas trop de, il y a Est-ce pas est-ce trop de qu'il va remettre difficultés un à choisir. troisième est-ce qu'il remet un troisième milieu contre l'Équateur? Voilà, c'est la question. Quel match ils veulent faire? Parce que là, il avait enlevé un milieu pour remettre un deuxième attaquant pour mettre Diédhiou. Est-ce qu'il a envie de faire ça contre l'Équateur? Heu, Est-ce qu'il peut mettre Iliman Ndiaye titulaire ou se dire: «Non, je le rentre comme une sorte d'impact player»? Bon voilà, il y a encore des questions, autour de la manière dont le Sénégal va aborder ce match, mais il va falloir le sortir l'Équateur. Mais moi, je pense que si on revoit le carré que tu as montré un petit peu avec la grosse présence axiale côté équatorien, je pense que le milieu du Sénégal, qui n'est peut-être pas le plus à l'aise sous pressing, etc., peut vite passer à la machine à laver et se retrouver très en difficulté dans Ouais, une donc zone où peut-être il y qu'ils aura vont se beaucoup de replier monde alors. pour les déranger, tu vois. C'est une Donc possibilité. peut-être qu'ils vont se Ça replier, m'étonnerait pas. voilà. Ah, mais le truc, c'est qu'il C'est faut aller la gagner le match, hein, donc mais un c'est match ça, nul, un ça ne nul suffit leur pas, suffit hein, donc pas. Ouais. Donc ce sera c'est quelque là, chose qui sera super, en tout cas intéressant à voir, et on verra si les Sénégalais qui au final voulaient surtout, je pense, se retrouver dans une situation en termes de scénario où ils pouvaient jouer leur qualification au troisième match. Bon, bah c'est le cas et une victoire face à l'Équateur leur permettrait de passer. Mais bon, j'ai peur pour leur milieu. Avec en plus des Stupinian, enfin les Stupinian, les latéraux, enfin les pistons équatoriens qui sont très offensifs, ça risque d'être compliqué, mais intéressant à voir. Petit mot pour terminer gentiment, les, les très émouvants Iraniens, j'ai trouvé, qui après une entrée en lice très compliquée avec la grosse défaite face à l'Angleterre, se remet en battant les voisins de l'Angleterre, à savoir le Pays de Galles, dans un match avec rebondissement, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux y aller, Dan, si tu veux. Non, mais oui, il y a des matchs comme ça où je pense que les gens qui le regardaient peut-être d'un œil et puis le match prend un peu de tension comme ça au fil des minutes et puis plus la fin de match approche, plus en fait on se dit est-ce qu'ils vont le faire? Ils ont touché 2 fois le poteau sur une même action. Tu sens il y a quelque chose aussi de supérieur, de supplémentaire par rapport au seul terrain. C'est-à-dire qu'il y a autre chose émotionnellement qui se joue dans cette équipe, vu ce qui se passe en Iran en ce moment. Ouais. Et en plus, voilà, ils s'étaient un peu sentis humiliés footballistiquement par le premier match, la défaite 6-2. Donc il y avait la volonté de montrer un autre visage. Euh, Ça nous offre un scénario quand même assez cool où tu te prends un peu d'empathie pour eux. Et donc, c'était agréable comme premier match ou plutôt comme fin de premier match de la Coupe du Monde. Et puis, ça nous offre un Iran-États-Unis, donc mardi soir, Ouais. décisif. Et ça, quand même, alors peut-être qu'il n'y aura pas les plus grands joueurs de foot du monde sur le terrain, mais ce match-là, j'ai quand même envie de le voir pour plein de raisons. Oh que oui.
Oh que Et oui! Carlos Queiroz, c'est encore construire une équipe. C'est vrai, Ouais, c'est Carlos vrai. Queiroz, le finaliste de la dernière CAN avec l'Égypte. et là c'était fun parce qu'on avait dit que les deuxièmes journées allaient montrer des équipes plus joueuses forcément parce qu'il fallait chercher des résultats. Donc là, on a vu un Iran qui a tiré 2 fois plus que les Pays de Galles et qui clairement a été meilleur offensivement. Par contre, là, sur le dernier match, ils auront sans doute besoin que de faire nul, à moins que le Pays de Galles l'emporte contre l'Angleterre. Ce qui paraît peu probable quand Alors tu là, vois ce qu'a fait le Pays de préparez-vous. Galles. Donc là, les gars, si vous vous rappelez l'Atlético 5-5-0 contre le Bayern de Guardiola, contre le C'était Manchester laid, City de Guardiola, mais c'était là, tu vas laid. avoir la même chose. Là, Zach, Tu tu vas avoir, penses? à mon avis, tu vas avoir un Ah oui. 6-3-1 par moment. Là, le 6-3-1 de Carlos Queiroz au 6-2-2, il va être très très présent, là, je vous le dis. Ça va être un Iran contre les États-Unis qui, en plus, sont pas On forcément compte très sur toi, créatifs Carlos. contre des défenses placées. Je te dis, le 0-0 à la mi-temps, il est sûr. À Tu moins penses que ça va d'un être changement de béton et philosophie. ouais, c'est béton et Taremi démerde-toi devant? Ah, mais je pense qu'il y a même pas. S'il a besoin de sortir Non, Taremi à 0-0, ça ira. 55e pour mettre un joueur défensif, il mettra un joueur défensif. Là, le 0-0, c'est l'objectif. Là, l'Iran, là, ils ont 4 jours. Je pense que Carlos Queiroz, il va faire une inception dans la tête de ses joueurs. L'objectif, c'est 0-0. 0-0 et on va en huitième. Et ce sera Et l'accomplissement j'annonce total de Carlos Queiroz. mon Oh l'horreur. prono, mon prono, plus de 20 minutes de temps additionnel. J'annonce. En Au total, cumulé, sur les parce deux, que, sur les ouais, deux, sur les deux sur les deux mi-temps. Ok. mi-temps, sur les deux mi-temps, parce que vu que, à mon avis, les Iraniens vont essayer de gratter du temps, et vu que maintenant c'est décompté davantage par rapport à d'habitude, avec cette Coupe du Monde, on décompte davantage de temps additionnel, je mise un temps additionnel supérieur à 20 minutes. Je sais pas si ça existe comme pari, ça, je vais regarder. Oh là 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 là. Eh ben, ça risque d'être super intéressant. Et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte du coup que que ce deuxième match nul des USA mettait la qualif entre les mains, enfin, on va dire mettait l'Iran dans une position assez préférentielle pour se qualifier, et que le Pays de Galles effectivement devrait sortir l'exploit face aux Anglais, sachant que je vois pas trop les Anglais accepter de perdre face à leur voisinage, on va dire entre guillemets. Donc ouais, ce Iran-USA, je pense que ce sera un bon 90 minutes de temps perdu, mais si on Ah le prend, non, il va y avoir de la je pense, tension. Il y a la tension de voilà, l'enjeu, donc c'est je bien pense quand il qu'il y y a aura la de la tension de l'enjeu. en fait, je pense qu'il y aura de la tension, mais si tu le prends de manière un petit peu détachée aussi, je pense que ce sera grave, grave. Il y a moyen de bien rigoler. Voilà, c'est un petit peu ça, je Ouais, pense. Et ouais, j'en ai hâte de voir. je t'annonce un gardien iranien qui, à un moment, sera blessé ou fera comme s'il était blessé. C'est dans Ça l'histoire. devient une Tu constante vois, de Carlos Queiroz, avec l'Égypte c'est. et déjà l'Iran au Ah premier ouais. match. Mais là les moments, ça va être pire que l'Égypte à la CAN lorsqu'ils allaient vraiment chercher les prolongations, tu vois. C'est parce que là, il n'y a même pas de prolongation, donc vraiment, ça va être. Et si l'Iran passe, mais tous les tours, ça va être ça, hein. Il y avait une Oh Copa là là. América il y a quelques années où le Paraguay avait passé tous les tours en faisant 0-0 tir au but, 0-0 tir au but, parce qu'à une époque, la Copa América a supprimé les prolongations. Donc tu C'était en finissais le match, tir 2011. au but. Et le Paraguay, je crois, va en finale sans gagner un match. Oh la Et perd contre dinguerie. l'Uruguay, il me semble. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais, euh, tout à fait. et là, voilà. Là, c'est ça. Là, Zach, sois présent pour les matchs de l'Iran, je te le dis. Promis, match de l'Iran, je serai présent. Et en plus, tu sais, je serai présent à quoi d'autre? Bah, je serai présent pour le débriefer ici. Et ça fait super plaisir parce qu'on passe à chaque fois de bons moments. J'espère que c'est également votre cas, les amis. Je vois que vous êtes plus de 400 sur le live. Ça fait plaisir. J'espère que vous passez de bons moments tous les soirs pour ces débriefs tactiques. On a surtout parlé de l'équipe de France aujourd'hui. Peut-être un petit peu moins des matchs, mais nécessairement l'enjeu à expliquer ceci. Et surtout, on sera à nouveau présent dès demain soir à 23h pour parler du coup de l'équipe de France, mais des autres matchs. Tunisie-Australie, évidemment, Argentine-Mexique également, qui vaut son pesant en cacahuètes. Peut-être une petite prédiction, un petit truc sur les matchs de demain, quelque chose que vous avez envie de voir, que vous attendez, on va dire. Alors, je vais pas parler de l'équipe de France, mais il y a l'Argentine demain. Oui, Et l'Argentine, c'est maintenant ou jamais, dos au hein. mur. Ouais, c'est dos au Donc, mur. très curieux de voir. J'avais misé sur la moitié du 11 qui change pour le deuxième match. On verra. On a vu Guido Rodriguez, sans doute, y aller jouer. Ouais, Enzo Fernandez peut jouer. On avait dit du Julian Alvarez devant. Pourquoi pas Angel Correa. Moi, l'enchaînement France-Danemark, Argentine-Mexique va être bien. J'espère que la France nous mettra de bonne humeur avant l'Argentine quand même. C'est tout ce qu'on souhaite. Et toi, Dan, qu'est-ce que tu attends pour les Eh matchs ben, de demain? on va quand même regarder à 14h pour chauffer avant la France l'entraîneur français superstar de cette Coupe du Monde, Hervé Renard, et son Arabie Saoudite
qui à 14h va affronter la Pologne. Non, mais en vrai, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont proposer. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit une équipe qui a envie de se recroqueviller. Ils l'ont pas fait contre l'Argentine. Je les vois pas le faire cette fois-là non Donc plus. j'ai quand même, tu vois, au départ de la Coupe du Monde, tu m'avais dit Pologne, Arabie Saoudite comme ça. Bon, j'aurais peut-être pas été chaud, mais là, j'ai envie de le voir et j'ai plus envie de le voir pour l'Arabie Saoudite que pour la Pologne qui, au premier match, a été vraiment pénible. Oui, très pénible. Et on verra si les attaquants saoudiens cadreront cette fois le porteur de balle pour éviter de se prendre des profondeurs par Lewandowski, qui sait le faire, mais dont c'est peut-être pas la plus grosse spécialité, ou Arkadiusz Milik sorti de banc. Je pense que ça va être intéressant à regarder. Eh ben, écoutez, les amis, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin. On se retrouve demain à 23h pour débriefer la journée des matchs de demain ainsi que l'équipe de France en long, en large et en travers. On parlera également de l'Argentine et de tous les matchs de demain. Je remercie encore une fois Dan et Raphaël de m'accompagner pour cette émission et on vous souhaite une bonne fin de soirée, les amis. Ciao, ciao, à demain. Ciao, salut tout le monde. À demain.